À la une de l'actualité, aux Comores, les résultats du premier tour de l'élection présidentielle se faisaient toujours attendre ce mardi. Ethiopian Airlines garde sa confiance dans le constructeur américain Boeing, malgré le crash d'un de ses 737 MAX 8 le 10 mars dernier. Et puis en République démocratique du Congo, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola, qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, a atteint le cumul de 1009 cas. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. En Côte d'Ivoire, Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, a déclaré ce week-end qu'il était candidat à la candidature du FPI pour l'élection présidentielle du mois d'octobre 2020. Il a cependant précisé qu'il maintiendrait sa candidature seulement si l'ancien président Laurent Gbagbo ne se présentait pas. La succession du président Alassane Ouattara, qui n'a pas exclu de briguer un troisième mandat, est déjà dans toutes les têtes en Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan a annoncé ce week-end qu'il est candidat à la candidature du Front populaire ivoirien, parti fondé par Laurent Gbagbo, pour la présidentielle d'octobre 2020. Mais à condition que l'ancien président ne se présente pas. Pour le président du FPI, il est important d'aménager un plan B au cas où le président Laurent Gbagbo ne serait pas là. Acquitté par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo est actuellement en liberté conditionnelle à Bruxelles en attendant un éventuel procès en appel. Le FPI est secoué depuis 2013 par une crise interne entre des réformateurs dont Pascal Affi-N'Guessan qui veulent tourner la page Gbagbo et ont pris la tête du parti à la suite d'une décision de justice et des historiques qui restent sur une ligne d'opposition dure au président ivoirien Alassane Ouattara et qui boycottent les différents scrutins électoraux et se présentent comme les gardiens du temple. Le parti est depuis divisé en deux branches rivales qui utilisent tous deux le nom FPI. En Mauritanie, Biram Da Abed, un militant anti-esclavagiste, s'est déclaré candidat indépendant à l'élection présidentielle de juin prochain. Il est le deuxième à avoir été investi après le général Ghazouani au nom de la majorité le mois dernier. Ses partisans étaient venus nombreux pour assister à son investiture. Les leaders de l'opposition ont également fait le déplacement. Biram Da Abed a promis de poser les jalons d'une nouvelle république égalitaire en cas de victoire à la présidentielle. Il s'est également engagé pour l'avènement d'une Mauritanie nouvelle, débarrassée de toutes les pratiques archaïques, dont le phénomène de l'esclavage. Un pacte républicain portera cet ambitieux projet de société. Le leader Aratine, parlementaire et président du mouvement abolitionniste IRA, se fixe parmi d'autres objectifs de mettre fin à l'immiscsion de l'armée dans la gestion des affaires politiques. Aux Comores, on est toujours en attente des résultats de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 24 mars dernier. Selon le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, l'annonce du verdict pourrait intervenir dès ce mardi. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle se faisaient toujours attendre ce mardi aux Comores, dans un climat de vive tension entre le camp du sortant Azali Assoumani, déterminé à l'emporter, et ses adversaires qui crient à la fraude généralisée. Alors que le décompte des suffrages était toujours en cours ce lundi matin au siège de l'Assemblée nationale à Moroni, transformé en centre de dépouillement, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou Di Keki, a déclaré que l'annonce du verdict pourrait intervenir dès ce mardi. Dans l'attente des résultats, les forces de l'ordre ont violemment dispersé ce lundi une manifestation de l'opposition qui accuse le chef de l'État sortant, Azali Assoumani, d'avoir orchestré une fraude généralisée pour se faire réélire dès le premier tour de la présidentielle. L'intervention a fait 12 blessés légers dans les rangs de l'opposition, dont 3 candidats. Le ministre de l'Intérieur a justifié le recours à la force par la nécessité de maintenir l'ordre public. Quelques heures avant la clôture du vote ce dimanche, les 12 candidats qui affrontaient le colonel Azali Assoumani ont dénoncé une mascarade et appelé à la résistance.
Ce journal se poursuit. Plus d'un mois après le début de la mobilisation, les Algériens continuent de réclamer dans les rues le départ pur et simple d'Abdelaziz Bouteflika. Les corps de métier se succèdent dans les rues des villes du pays pour appuyer la mobilisation nationale. C'est au tour ce lundi des architectes et des agents municipaux. Ils réclament la fin tout de suite et maintenant du 4e mandat. Suivons un extrait de propos. Aujourd'hui, on est ici, à Argy, à la Grande Poste, pour une marche des communaux, pour dire non prolongement de ce système, non prolongement du 4e mandat, que ce système dégage définitivement. On n'a qu'à partir, nous sommes des Algériens, on réclame nos droits, pas plus. Nous sommes des fonctionnaires, on travaille pour cette Algérie, pour que ce soit une Algérie meilleure. On sort pour maintenir la pression sur ce pouvoir pour qu'il parte et pour qu'on puisse enfin construire une république digne de nos martyrs et de tous les sacrifices que notre peuple à travers l'histoire a pu faire. Voilà. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour dire que l'architecte ne doit pas être exclu de la société, qu'il doit être un maillon essentiel de la société et qu'il doit pas participer à l'édification de la Deuxième République. Donc nous sommes là, nous sommes les bâtisseurs en fait de la nouvelle République de l'Algérie post-22 février. Ethiopian Airlines garde sa confiance dans le constructeur américain Boeing malgré le crash d'un de ses 737 MAX 8 le 10 mars dernier. L'annonce a été faite ce lundi par le PDG de la compagnie aérienne. Ce crash, le deuxième survenu en 5 mois, rappelons-le, a conduit à l'immobilisation de ce modèle à travers le monde. Les précisions. Malgré la tragédie, Boeing et Ethiopian Airlines continueront d'être liés à l'avenir. C'est ce qu'a déclaré son président-directeur général à travers un communiqué rendu public ce lundi par la compagnie aérienne. Cette prise de parole du patron d'Ethiopian Airlines intervient 3 jours après que la compagnie indonésienne Garuda eut annoncé son intention de renoncer à une commande de 49 appareils de ce modèle, car les passagers de Garuda ont perdu confiance dans le 737 MAX 8. Le vol ET302 reliant Addis Abeba à Nairobi s'était écrasé le 10 mars dernier, quelques minutes après le décollage de la capitale éthiopienne, causant la mort de 157 personnes. Mais fin octobre, 189 personnes avaient déjà trouvé la mort quand un 737 MAX 8 de la compagnie aérienne Lion Air s'était abîmé en mer de Java. S'appuyant sur l'analyse des boîtes noires de l'appareil, la ministre éthiopienne des Transports a évoqué des similarités claires dans les deux accidents. Des premiers éléments de l'enquête sur Lion Air ont mis en cause un dysfonctionnement du système de stabilisation en vol destiné à éviter un décrochage de l'avion. Le Boeing 737 MAX a été vendu à plus de 5000 exemplaires dans le monde et seulement 376 d'entre eux ont été livrés à ce stade, selon le constructeur. Il faut dire qu'Ethiopian Airlines doit encore en recevoir 29. Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui sévit dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri depuis le 1er août 2018 a franchi ce dimanche le seuil des 1000 cas, confirmant ainsi sa position de la plus dangereuse et meurtrière épidémie d'Ebola enregistrée dans le pays. C'est ce qu'a indiqué dans un communiqué le ministère de la Santé. Plus de 1000 personnes ont été contaminées par le virus Ebola depuis le début de l'épidémie qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo, la plus grave après celle en Afrique de l'Ouest en 2014. Ce seuil a été franchi après que 10 nouveaux cas confirmés aient été enregistrés à Vuoyi, Katwa, Butembo, Beni et Lubero. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 1er août 2018, le cumul des cas est de 1009, dont 944 confirmés et 65 probables, a annoncé le ministère de la Santé dans son bulletin épidémiologique diffusé ce dimanche soir. Il s'agit de la plus grave épidémie d'Ebola après celle qui a fait plus de 10 000 morts en 2014 en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Avant d'être une urgence de santé publique, une épidémie d'Ebola est avant tout un drame humain et social, note le docteur Oli Ilunga Kalenga, ministre de la Santé. Il s'est néanmoins félicité du fait que la riposte conduite par le ministère de la Santé
en collaboration avec ses partenaires, ait permis de limiter l'extension géographique de l'épidémie pendant plus de 8 mois. Le docteur Oli Ilunga Kalenga a estimé qu'au-delà des avancées médicales, seule l'appropriation de la riposte contre Ebola par la communauté peut conduire à la fin définitive de l'épidémie d'Ebola, la plus meurtrière de l'histoire de la RDC. On aborde à présent la seconde partie de cette édition consacrée à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Première destination du jour, le Sénégal. Nomination des membres du gouvernement. La société civile presse Macky, écrit en manchette Sud Quotidien. Vox Populi prévient d'une pénurie d'eau à Dakar. On reste avec Vox Populi qui nous informe également de la saisie de 1,42 milliard de francs CFA en antibiotiques et aphrodisiaques. Au Cameroun, le parti SDF veut boycotter les élections régionales, peut-on lire en première page du journal Le Jour. Le quotidien L'économie nous fait savoir que 2000 kg d'écailles de pangolin ont été saisis à Douala. En Côte d'Ivoire, Duncan inaugure le premier centre d'excellence régional dans le cadre de la lutte contre la faim et la malnutrition, écrit en titre Fraternité Matin. Présidentielle 2020, le MFA remobilise ses bases pour le RHDP, nous apprend Le Jour Plus. Direction le Burkina Faso, l'Express du Faso nous apprend que le syndicat de la santé annonce une grève dans le secteur du 17 au 19 avril prochain. Situation sécuritaire au Burkina Faso, le Conseil de sécurité de l'ONU réaffirme son soutien, nous informe Le Quotidien. Puis, dernière escale du jour, le Togo. TM Togo Matin informe ses lecteurs que les magistrats sont en séminaire national de 3 jours. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à demain. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.